Yo tout le monde, bienvenue dans ce 15e épisode du podcast In EOG Mind. Au programme, la rubrique news des 2 dernières semaines. Ensuite, pour le débat, on reviendra sur le film Spider-Man. Enfin, pour terminer, on reviendra sur les derniers chapitres de Berserk. Du coup, ne perdons pas plus de temps et passons directement aux news de la semaine, après ce générique. On commence cette rubrique avec une info concernant l'une des licences phares du manga en France et partout dans le monde, à savoir Dragon Ball. En effet, on a appris que selon plusieurs médias, que l'Elysée négocierait depuis plusieurs mois avec Kidia Investment Company, la filiale loisir du fonds souverain saoudien, pour implanter un parc à thème Dragon Ball sur l'ancien site de Mirapolis à Courdimanche dans le Val d'Oise. C'est à une quarantaine de minutes de Paris. Ce parc sera une version réduite de celui déjà construit à Kidia en Arabie Saoudite, annoncé en 2024 et qui doit s'étendre sur plus de 500 mètres carrés. Pour rappel, Mirapolis est à l'abandon depuis sa fermeture en 1991, donc clairement le site a plus que besoin d'un nouveau souffle. Pour le moment, rien n'est officiellement confirmé, ni le montant de l'investissement, même si d'après les différents médias, ça devrait se chiffrer à des milliards d'euros. On n'a ni une date précise, mais vu les délais habituels pour ce genre de projet, il faut clairement pas s'attendre à une ouverture, pas avant 2030. Mais quand même, un parc dédié à Dragon Ball aux portes de Paris, si ça se confirme, ce serait un sacré événement pour les fans français. En parlant d'univers qui prennent vie, on reste un peu dans cette ambiance avec une annonce jeu vidéo. Koei Tecmo Europe et le studio Omega Force ont révélé la date de sortie de l'Attaque des Titans 3, le dernier opus de la saga de jeux d'action tiré sur le manga d'Hajime Asayama. Le jeu sera disponible le 10 décembre prochain sur PS5, Xbox Series, PC via Steam. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes avec notamment une édition deluxe numérique incluant 72 heures d'accès anticipé, un artbook numérique et plusieurs packs de personnalisation. Petit bonus sympa pour les habitués, ceux qui ont une sauvegarde de l'Attaque des Titans 2 ou de sa version Final Battle recevront un cadeau spécial in-game. Voilà, à voir maintenant si le jeu tiendra toutes ses promesses. On enchaîne avec une annonce édition du côté des éditions Ankama qui vont lancer le mois prochain une nouvelle bande dessinée fortement ancrée dans le folklore japonais, à savoir Yasuko, conçu par Julien Frey et Baptiste Pagani si je le prononce bien. L'histoire nous plonge à Tokyo en 1962 où on suit Yasuko, une jeune fille qui bosse au restaurant plutôt que d'aller au collège et qui décide de partir seule rejoindre son père aux États-Unis. En parallèle, on suit Beto Beto, un yokai sympathique mais une grosse feignasse envoyée malgré lui dans le monde des humains pour l'aider. Sur le chemin, les deux compères croiseront des yakuza revanchards, un capitaine de la marine marchande et un yokai banni fossoyeur de bateau. Le tome 1, riche de 80 pages, sera dispo à partir du 28 août au prix de 16,90€. On reste du côté de l'édition avec une annonce de la Shueisha qui vient de dévoiler Manga Million, une nouvelle plateforme de lecture gratuite sans inscription, accessible dans plus de 100 langues dont le français. Elle a été lancée à l'occasion des 100 ans de la maison d'édition avec des traductions réalisées par des professionnels. Au total, environ 1 million de pages seront progressivement mises en ligne, en complément de Manga Plus qui reste dédié au dernier chapitre simultané avec le Japon. Pour la version française, 84 titres sont déjà disponibles gratuitement, parmi lesquels on retrouve My Hero Academia, Chainsaw Man, One Piece, Death Note, Dick Grayman ou encore Prince of Tennis. Perso, je compte bien utiliser la plateforme pour finir Hell's Paradise ou encore reprendre des mangas un peu moins connus comme Hallelujah Boy, si je le prononce bien. Après quand même, faudrait que je vérifie si le manga en question est sur la plateforme. Petite news pour les fans de Dream Maker, cette création française lancée par Kiyun en 2023 et sans nouvelles depuis le tome 2, l'autrice Zilo vient de rassurer tout le monde, en effet, le tome 3 est terminé et elle bosse déjà sur le tome 4 qui sera le dernier de la série, donc on peut espérer un retour dans les prochains mois. Autre news rapide, cette fois-ci pour les fans de Détective Conan, le prochain film Détective Conan l'Ange déchu de l'Asphalte sortira dans nos salles le 23 septembre prochain, distribué par Crunchyroll et Sony Pictures. A priori, il sera uniquement disponible dans vos TFR. Pour terminer cette rubrique du côté des annonces live action, Summertime Rendering va enfin avoir droit à son adaptation en film. L'annonce a été faite via le compte officiel du manga pile le 22 juillet, soit exactement la date à laquelle débute l'histoire originale. Un joli clin d'œil qui n'est clairement pas passé inaperçu, c'est Ken Ninomiya, connu pour The Limit of Sleeping Beauty ou The Midnight Maiden War, qui est aux commandes du projet. Le film est prévu au Japon courant 2027, mais pour le moment, ni le casting
ni le reste de l'équipe technique n'ont été dévoilés. Pour rappel, ce projet de live action avait été teasé dès 2021 en même temps que l'annonce de l'anime. À la fin de la publication du manga, donc ça aura mis 5 ans à refaire surface. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anime ou le manga, on suit Shinpei qui revient sur son île natale Itogashima après avoir appris la mort de son ami d'enfance Ushio et qui va découvrir que des événements bien étranges se cachent derrière ce drame. C'est ainsi que se termine cette rubrique news. Place maintenant à la partie débat où on va s'intéresser au dernier film adaptant les aventures du super-héros préféré de la ville actuellement championne NBA, à savoir Spider-Man. Alors au début je partais avec un a priori dans le sens où déjà No Way Home il était vraiment vite fait et aussi les premiers critiques sur Brand New Home là, elles étaient pas non plus très positives ou dithyrambiques. Au final, j'ai vu le film et dans l'ensemble, le film il est bien. Il est pas extraordinaire. Pour moi, il arrive pas à la cheville, par exemple, des derniers films d'animation sur Miles Morales. Mais je pense que c'est clairement le meilleur film Spider-Man de la filmographie de Tom Holland. Après, le film, il a quand même pas mal de points faibles, mais vu qu'on est quand même dans le positif, on va d'abord aborder les points positifs. Comme je disais, pour moi, c'est vraiment le meilleur film de Tom Holland en tant que Peter Parker. Bah, déjà dans le sens où j'ai beaucoup aimé. Bon, j'ai oublié de prévenir, j'ai spoilé comme un cochon. Si qui n'ont pas vu le film, je vous conseille de voir le film avant d'écouter, parce que j'ai vraiment spoilé comme un cochon. Mais bref, du coup pour revenir sur les points positifs, bah déjà j'ai bien aimé Jean Grey, dans le sens où j'ai bien aimé quand son pouvoir il est mis en place, le fait qu'elle contrôle l'esprit des gens, en fait l'effet comment elle contrôle les esprits, je trouve que c'était bien fait. Ensuite je trouve que les scènes de combat elles étaient plutôt bonnes, notamment le combat contre Hulk et aussi le combat contre la main. Ça j'ai trouvé ça plutôt il y avait des petites idées, par exemple dans le combat contre Hulk, à un moment la caméra elle fait un espèce de 360 pardon, qui est plutôt bien fait. Je trouve la chorégraphie des combats par exemple avec la main était vraiment réussie, je trouve la main, comment il se bat et tout, c'était plutôt joli à voir on va dire. Et surtout aussi par rapport à Jean Grey, vu que là entre guillemets dans le film, pendant une grosse partie du film, elle est un peu considérée comme l'antagoniste, mais au final c'est pas vraiment elle l'antagoniste. On comprend qu'elle fait ça parce que elle traque les damage control parce qu'ils ont kidnappé sa sœur et pour faire des expériences sur sa sœur. Et justement on comprend que voilà, Jean Grey en fait elle fait rien de, entre guillemets elle fait rien de mal. Et je trouve qu'il y a eu, parce que dans le film c'est après No Way Home, donc c'est après que Tom Holland Peter Parker ait perdu sa tante et que ses amis l'ont oublié entre guillemets, enfin même pas entre guillemets l'ont oublié. Je trouve qu'il y a un jeu de miroir entre Jean Grey et Spider-Man sur la façon d'appréhender le deuil qui est réussi, je trouve, dans le sens où Spider-Man fait le deuil de ses... Enfin, pendant tout le film, il a du mal à faire le deuil de ses amis. Et pour lui, étant donné que c'est un super-héros, il doit être seul et vivre seul. Alors que Jean Grey, en fait, à travers son flashback et tout, on comprend que, au contraire, elle veut être entourée. Elle cherche à avoir une famille. Et justement, le fait que la seule famille qu'elle avait lui a été retirée, elle est prête à tout pour la récupérer. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. En plus, le fait qu'ils ont utilisé ce Spider-Man pour introduire Jean Grey, donc un des personnages très importants des X-Men, et donc du coup introduire aussi les mutants, étant donné la relation qui se crée avec entre Spider-Man et Jean Grey, vu que Jean Grey dans le film, elle est quand même assez jeune, j'ai l'impression que c'est limite une ado, je pense qu'elle a pas plus de 16 ans,
Et j'ai l'impression que, après peut-être je me trompe, hein, mais ça me hype un peu pour la suite de Spider-Man au cinéma, parce que c'est comme si on allait donner un futur rôle de leader pour Spider-Man, vu que déjà il est proche de Jean Grey, qui est, même si c'est pas la membre fondatrice des X-Men, il y a Charles Xavier, etc. C'est un membre très important, et le fait qu'elle développe une relation avec Peter Parker, et qu'en plus que à la fin du film, entre guillemets, ça devient un peu sa nouvelle famille, entre guillemets. Je trouve que ça peut être très intéressant de voir un peu si Spider-Man dans la suite de l'univers de Marvel, il aura un peu un rôle de leader et un peu d'exemple pour les autres mutants, on va dire. Et du coup, vu que là on a introduit Jean Grey, je pense qu'on aura bientôt les X-Men, je pense qu'on aura bientôt Wolverine aussi, et Wolverine aussi, il y a beaucoup d'histoires de Wolverine et Spider-Man, donc ça va être intéressant de voir cela. Donc je suis vraiment, même si le film je le trouve pas extraordinaire, je trouve que il peut apporter des promesses qui peuvent être intéressantes dans le rôle de Spider-Man, parce que ce serait un peu la première fois qu'on voit Spider-Man en tant que leader, et pas juste protégeur de la ville de New York. Je sais pas si genre ça peut être je pense pas que ça va être le futur boss des mutants, un truc comme ça, mais vraiment qu'il ait une vraie symbolique en fait pour les mutants. Je trouverais que ce serait intéressant d'aborder cela, et vraiment que on ait un Spider-Man un peu plus adulte, entre guillemets, parce que dans toutes les représentations cinématographiques qu'on a pu avoir de Spider-Man, à chaque fois on le montrait adolescent et qui grandissait jusqu'à à peu près l'âge adulte, c'est-à-dire jusqu'à ses 25-26, mais on l'a jamais vu Spider-Man qui a déjà une vie de famille, qui est un peu plus avancé dans la vie, qui a un peu plus de maturité. Et justement, en ayant ce rôle de leader là, je pense qu'on peut avoir cet aspect là de Spider-Man, et je trouve que ça pourrait être très intéressant de l'avoir au cinéma, donc à voir pour la suite. Et aussi je trouve dans le film, c'est entre guillemets c'est une bonne chose, mais surtout si on a aimé les jeux vidéo Spider-Man qui sont sortis récemment, parce que je trouve qu'il y a une influence des jeux, rien que dans comment ils se battent, les techniques et tout. Je trouve qu'il y a une inspiration du jeu vidéo, même le truc avec Ned, comment on appelle ça, le truc pour repérer Spider-Man, c'est dans le jeu aussi. Donc tu sens aussi que le jeu a un peu inspiré le film, et voilà. Donc franchement, comme j'ai dit au tout début, c'est pas un film, mais c'est un bon film. C'est pas un... Je trouve les gens parfois ils abusent à dire ouais il est horrible, il est nul, etc. Non, il est normal quoi. Pour moi il dépasse pas allez, grand maximum, tu lui mets pas plus de 6 quoi. Mais c'est un bon film quoi. C'est pour moi, surtout après No Way Home, comment il était vite fait, je trouve que ça me rassure un peu plus pour Spider-Man. Après pour les points négatifs, je parlais justement de la relation entre Spider-Man et Jean Grey. Dans le film, Spider-Man il a un autre acolyte, c'est The Punisher. Alors, en soi, je trouve que la relation Spider-Man-Punisher elle fonctionne, mais je trouve qu'il y a deux trucs qui marchent pas par rapport au personnage de Punisher. Un, en fait, vu la menace, entre guillemets, vu qu'en plus à un moment il intervient quand Spider-Man se combat contre Hulk, je trouve que entre guillemets le Punisher a rien à faire là, tu vois, contre Hulk. Il se fait tuer normalement, même si dans les séries de Punisher il fait des trucs de ouf, mais là je trouvais que c'était une menace trop balèze, trop grande pour The Punisher. Et pourtant, franchement, je trouve que leur relation, elle fonctionne super bien. Et même, justement, même la conversation à un moment qu'il a avec Spider-Man, où il dit que je crois que moi j'ai voulu avoir cette solitude. Crois-moi que si ma famille elle serait en vie, je serais avec eux quoi.
Et justement, c'est un beau parallèle avec Spider-Man, et surtout avec le fait que pourtant le Punisher, c'est un personnage sombre, torturé, etc. Mais que malgré tout, pour lui, il n'y a rien de mieux que d'être entouré par les gens qu'il aime, quoi. Et donc pour moi, elle fonctionne bien. Et après aussi, le bémol aussi que je reproche à The Punisher, c'est la fin du film. Parce qu'en gros, à la fin du film, Jean Grey, avec son pouvoir, a créé un espèce de champ magnétique qui stoppe tout le monde. Sur, je crois que c'est 1 kilomètre si je me trompe pas. Donc ça fait, il y a une partie de New York qui est un peu bloquée. Et ce Punisher, il a une idée. Je trouve que ça va pas avec le caractère. Surtout vu ce qu'il a vécu, vu ce qui se passe en plus dans The Punisher, la saison 2 de Punisher avec l'adolescente. Il lui tire dessus. Il tente de tirer sur Jean Grey pour justement stopper cette barrière psychique qui cause des dégâts, je pense à des habitants parce qu'ils étaient figés. Mais je trouve que ça colle pas avec le caractère. Je pense pas que le Punisher aurait tiré sur une... Parce que c'est une adolescente, c'est une enfant, quoi. Je trouve que ça fonctionne pas. Surtout qu'après, au final, Spider-Man avec son Spider-Sense, il sent la balle arriver. Donc, il se prend la balle et... Je pense qu'il va mourir. Bon, même si j'étais persuadé qu'il allait pas mourir. Mais même si au fond, ça a apporté une bonne scène avec The Punisher, on sent qu'il y a justement à l'hôpital, vu qu'il est au chevet de Spider-Man, qu'il y a une vraie relation entre les deux. Mais le fait qu'il tire sur Jean Grey, pour moi, ça a aucun sens. Ça va pas du tout avec... je trouve que ça va pas du tout avec le personnage. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont fait ça. Et pour moi, ça fait écho avec l'un des vrais points négatifs du film. C'est que, étant donné qu'il y a beaucoup de personnages, fallait en sorte qu'ils aient entre guillemets chacun leur moment de gloire. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait en sorte que The Punisher tire sur Jean Grey, même si ça colle pas avec le personnage. Et que par exemple, il y a Black Widow dans le film, et elle sert strictement à rien. C'est exceptionnel comment elle sert à rien. J'ai pas compris pourquoi elle servait autant à rien, alors que j'ai pas vu Thunderbolt, donc je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais je crois à la fin de Thunderbolt, normalement c'est un peu elle, limite elle fait partie des Avengers, quoi. Je trouve qu'elle sert à rien, alors qu'il se passe des dingueries dans New York, hein. Frère, Jean Grey, elle a des pouvoirs, ils sont terrifiants, c'est du niveau de The Void, enfin non, ouais, c'est du niveau de The Void. Quand elle est vraiment à son prime, entre guillemets, Jean Grey, et elle s'en fout complètement, elle n'intervient pas, rien du tout. Elle est là juste pour dire allô, Spider-Man, t'as pas d'amis? Faut avoir des amis, c'était trop nul. Je trouve qu'elle a servi à rien, je comprends pas pourquoi ils l'ont fait intervenir. Et ça aussi, je trouve que justement le fait qu'il y a beaucoup de personnes, ça rend le film un peu trop long. Genre, il y a un moment, j'ai regardé mon téléphone, on était même pas... C'était au moment où... je crois Jean Grey veut tenter d'attaquer MJ. Frère, ça faisait plus d'une heure que je regardais le film. Je me dis, c'est long quand même, il y a encore... il reste encore il y a encore trop d'intrigues à résoudre, quoi. Et je trouve le film, il est un peu long pour rien. En parlant de MJ, je trouve qu'elle sert un peu à rien dans le film. Surtout alors qu'en plus ils auraient pu approfondir dans le sens où à un moment elle aide justement Spider-Man à faire le... Comment on appelle ça, l'espèce j'ai oublié le terme, mais un espèce d'objet pour bloquer les pouvoirs des mutants. Je pense qu'on aurait bien pu développer son intelligence un peu plus, quoi. Là c'était, je trouve, un peu trop court. Et surtout le pire, c'est comment elle découvre que Peter il a truc sa mémoire. Genre comme par hasard il a laissé la lettre. Ça, j'ai trouvé ça catastrophique. Je trouvais que c'était beaucoup trop facile de faire comme ça qu'elle révèle son secret. J'aurais préféré que justement
la force des événements, qu'elle soit vraiment en danger, etc., pousse Peter à un moment à révéler sa vérité, ou justement que, un peu comme à la fin avec Ned, qu'à la fin du film ils se disent en fait j'ai besoin de mes amis en fait pour vivre. Je suis pas sans eux, je suis pas moi-même quoi. Et j'ai trouvé ça dommage. Et aussi le truc justement en parlant de Ned, l'aspect du check à la fin, genre il retrouve la mémoire comme ça, même si il y a certaines personnes qui vont dire ouais c'est grâce à Jean Grey, et étant donné que avec son pouvoir psychique je pense qu'elle a brisé le sort de Doctor Strange. Je trouve ça quand même un peu trop facile que il le check et ils disent oh Peter, je dis genre abuse mon frère, que ça mette un peu plus de temps, ou dans le film il y ait plus d'indices, même si voilà quoi, je trouvais ça un peu trop facile. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de facilité scénaristique, et le fait qu'il y a cet aspect là un peu choral, dans le sens où il y a énormément de personnages, ça rend le film un peu long. Et surtout que malgré le fait qu'il y a énormément de personnages, de 1, en soi l'antagoniste il est pas marquant, et je trouve que c'est un problème de cette franchise, de la franchise Spider-Man au cinéma avec Marvel, c'est que pour l'instant tu retiens aucun méchant. Les seuls méchants que tu retiens, c'est les méchants des anciens Spider-Man. Tu vois, c'était le bouffon vert de la trilogie de Tobey Maguire. Donc ça, je trouve ça dommage, parce que Rey Mysterio, tu retiens rien. Le vautour, vite fait, il est pas mauvais, mais sans plus quoi, comparé au bouffon vert, ou même Venom, même l'homme sable, tu vois. Et là, c'était le boss de Damage Control. Franchement, voilà quoi. Il fait des expériences, mais tu vois, on n'a pas plus de développement. Franchement, je trouve on n'a pas plus de développement que ça. Et comme je le disais tout à l'heure, au tout début dans les points positifs, je disais que les combats ils étaient mieux. Mais malgré tout, même si je trouve que les combats étaient beaucoup mieux que dans les anciens Spider-Man, en vrai de vrai, t'as pas... En fait, les combats ils sont bien, mais ils sont jamais excellents. Il n'y en a pas un qui est marquant. Le combat contre la main, c'est peut-être le meilleur, mais je trouve pas non plus excellent. Je trouve qu'il n'y a pas une scène iconique dans ce Spider-Man là, et je trouve que dans les films dans les Spider-Man avec Tom Holland, ça manque de scènes iconiques. Tu vois, Miles Morales, le dernier Into the Spider-Verse, c'est pas non plus un film où il y a de la giga action, mais je trouve qu'il y a des scènes, tu retiens la scène avec Gwen quand elle est avec Miles et que le plan se tourne, ça reste en tête avec leur dialogue et tout. La scène où Spider-Man il emmène tous les Spider-Man, le moment où Miles Morales amène tous les Spider-Man là sur l'espèce de train qui va sur la lune, et après il se lève et il dit goodbye Gwen, ça aussi ça reste en tête. La scène de Gwen avec son père quand elle comprend que son père il a démissionné, tu vois, je trouve que ça c'est même pas genre j'ai envie de faire le bandeur d'action et de dire ah putain il faut qu'il y ait des scènes d'action, c'est juste il n'y a pas de scène forte en émotion ou bien forte en action quoi. Il y en a qui vont dire peut-être la scène où il retrouve quand il va à la crémaillère de Ned et MJ, et qu'il se rend compte que MJ elle a un copain. Alors peut-être c'est moi j'ai un problème, mais j'ai pas trouvé non plus la scène si forte que ça en fait. Elle est bien, mais c'est pas marquant. Et je trouve que c'est un vrai manque qu'il y a dans ces films Spider-Man avec Tom Holland. Mais pour apporter un brin de positif, malgré ces défauts-là, je reste quand même hype pour l'avenir de Spider-Man dans les prochains Marvel. Surtout vu qu'on a introduit les X-Men, voir ce que ça va donner avec les X-Men. Et aussi voir un peu l'évolution de Spider-Man, et comme je le disais au début, est-ce qu'ils vont
apporter un Spider-Man un peu plus leader, un peu plus mature. Je trouve que ce serait grave intéressant parce que vraiment, c'est une vision de Spider-Man qu'on n'a jamais vu à l'écran. On voit toujours un peu Spider-Man se relever un peu de ses échecs, etc. En fait, il grandit avec nous, mais comment dire ça? Pas en fait, entre guillemets, il grandit avec nous de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, mais on le voit jamais après, genre après 30 ans. On n'a jamais vu un Spider-Man qui a 35 ans, 38 ans ou 40 ans. Et je trouve que ce serait vraiment intéressant d'avoir un aspect là de Spider-Man qui a une vie de famille, qui est, je sais pas, qui est marié, qui a un gosse, même si là je pense que ça va être compliqué de directement embrayer avec ça, parce que là, je pense que dans Brand New Home, je pense que Spider-Man il a même pas 30 ans, il a même pas 25 ans même, parce qu'ils sont à la fac. J'ai un doute, mais avec la relation qu'il a avec Jean Grey, etc., peut-être il peut être un Spider-Man un peu plus leader. Et je trouverais que ça serait vraiment intéressant d'avoir cet aspect-là. Donc, en tout cas, maintenant, j'étais pas trop hype pour Doomsday Secret War. Là, ils ont un peu regagné mon intérêt. Du coup, pour terminer le débat, si je devais donner une note à ce Spider-Man Brand New Home, je pense que je lui donnerais 5,5, 5,75 sur 10. Parce que la dernière fois quand j'avais évoqué Superman, le nouveau Superman et les 4 Fantastiques, je crois que j'avais mis les deux, j'avais mis 7, mais pour des raisons différentes. Pour moi, ce Spider-Man là est vraiment un ton en dessous de ces deux films là. Donc c'est pour ça que je le mettrais légèrement au-dessus de la moyenne. En fait, il est cool, mais ses défauts quand même te sautent aux yeux, quoi. Du coup, c'est la fin de cette rubrique débat. J'aimerais bien avoir votre avis justement dans les commentaires, votre avis sur le film. Est-ce que vous pensez que voir un Spider-Man un peu plus mature, un peu plus mature et leader, ça serait intéressant pour la suite de Marvel? Ce serait cool que j'ai votre avis dans les commentaires. Du coup, on passe maintenant tout de suite à la rubrique chapitre de la semaine avec un focus sur les 3 derniers chapitres de Berserk. Pour faire un gros résumé des 3 chapitres qui sont sortis, déjà, dans un premier temps, on a appris que Guts, comme Griffith, est un être spécial qui se situe entre la frontière du monde astral et le monde entre guillemets vivant. Et le fait de savoir qui il est réellement, ça lui a permis d'avoir une sorte de renaissance qui semble, vraiment c'est important de dire qu'il semble s'accompagner d'un power-up qui lui permettant de sortir de la prison démoniaque des Kushan. Ça résume un peu les chapitres 384 et 385. Pour le 386, on a un focus sur Griffith. Déjà, on apprend via la sorcière, je sais même pas si c'est une sorcière, mais je sais qu'elle a des pouvoirs, on va dire, comparables aux sorciers. C'est Sonia et le chevalier qui est toujours avec elle, mais j'avoue j'ai zappé son nom. Bref, à travers eux qui parlent avec Griffith, on apprend que il y a de plus en plus de personnes qui quittent Falconia et qui voient de moins en moins cette cité comme la terre promise. On aperçoit aussi Casca qui semble encore toujours être dans les vapes. Et je pense que le fait le plus important de ces 3 chapitres, c'est que dans le chapitre 386, on voit apparaître les God End. Ces derniers se moquent des rêves de Griffith et limite ils sont même hostiles envers lui. Je trouve que c'est un point très intéressant que je développerai un peu plus tard. Pour revenir sur Guts, je vous cache pas qu'au début, quand j'ai vu qu'il était entre guillemets spécial comme Griffith, ça m'a un peu déçu dans le sens où, pour moi, c'est ma vision des choses, mais pour moi, Guts, pour que tu caractérises ce personnage, enfin, l'un des traits qui saute aux yeux du personnage de Guts, c'est sa combativité. Le fait de lutter par ses propres moyens. Je trouvais qu'au début, le fait que ce soit un être spécial, ça dénature un peu ça. Mais en soi, en y réfléchissant, c'est pas comme si c'était en fait
comment dire ça, que c'était un élu de la prophétie, parce que déjà il avait même pas connaissance de ses pouvoirs, et c'est lorsqu'il était au plus bas, en sachant qui il est vraiment, qu'il a pu se révéler et avoir ce futur power-up. Donc déjà je trouve que c'est bien amené parce que Guts, on voit qu'il a une vraie réflexion intérieure sur qui il est, et surtout cette découverte en fait, elle remet pas en cause ses précédents accomplissements, et surtout alors c'est pour ça tout à l'heure j'ai utilisé le mot semblable, il semble qu'il a un power-up, mais s'il a un power-up, pour moi c'était nécessaire parce que sans ça, Guts ne pouvait pas rivaliser avec les Goden. On l'a vu quand il essaye d'attaquer Griffith sur la colline en hommage à la brigade du Faucon, pardon. Il peut pas rivaliser avec Griffith, il lui faisait rien. Donc pour moi c'était un power-up obligatoire. Après, quand même, je mettrais un petit bémol sur le power-up, c'est son build-up, dans le sens où je trouve qu'on aurait pu pousser la réflexion antérieure de Guts. Genre, faire en sorte que cette réflexion, elle se déroule sur plusieurs chapitres que sur un chapitre. Je trouve que c'était un peu court, mais c'est vraiment le vrai bémol que j'apporte. Mais en soi, je trouve qu'en plus, ce qui est intéressant avec ce power-up, c'est qu'il accentue encore plus la dualité entre Griffith et Guts, dans le sens où finalement Guts voulait être l'égal de Griffith, mais en fait techniquement il lui était même supérieur, tu vois, c'est grave étrange. De base il lui était supérieur parce que c'était un être spécial dès sa naissance, et Griffith aussi maintenant c'est devenu quelqu'un de spécial, mais en fait entre guillemets il a toujours été à la hauteur de Griffith. Et surtout, là actuellement dans le manga, Griffith est dépeint comme le faucon de la lumière, celui qui apporte la paix dans le monde. Or que Guts est vu comme le guerrier noir, quelqu'un de sombre, torturé, mais au final la vraie lumière c'est Guts en fait. On peut le voir rien que comment les membres de sa troupe, quand il était dans la bande des faucons, s'est attaché à lui, comment Casca s'est attaché à lui, même là la nouvelle bande, là, que ce soit Serpico, putain la sorcière c'est j'ai oublié, c'est Shirike je crois, si je le prononce bien, Serpico, Farnèse et putain, est-ce que je le prononce bien? Non. Bref, celle qui était avant dans la troupe, dans l'armée de l'église là, entre guillemets, et le petit il s'appelle comment déjà? C'est Ishidoro je crois. Et Ishidoro, tu vois, ils sont attachés à Guts. En fait, Guts a ce pouvoir là de réunir les gens autour de lui. Tu vois, les gens se réunissent autour de lui parce que, entre guillemets, c'est la vraie lumière en fait. Alors que Griffith, il soumet les gens, il les force à le suivre. Or que Guts, c'est juste, c'est une vraie lumière sur laquelle tu peux, entre guillemets, te réchauffer un peu et changer, devenir une meilleure personne, comme il le dit Serpico par rapport à Farnèse. Donc c'est pour ça que je trouve que le fait de révéler qu'en fait Guts il est comme Griffith, je trouve que c'est un bon twist et qui renforce encore plus cette dualité. Après aussi, pour la suite, ce qui va être aussi intéressant, c'est Guts, dans le sens où dans le chapitre, quand il pousse la porte, dans son regard, on a l'impression que c'est plus le même personnage. Et ça va être intéressant de voir, est-ce que Guts, entre guillemets, vu qu'il a découvert vraiment qui il était, est-ce qu'il va pas avoir un changement de personnalité, dans le sens un peu à la Shinichi dans Parasite, dans le sens où, j'ai un peu spoilé Parasite, mais dans Parasite, le personnage principal, à un moment, il fusionne avec, son cœur
va fusionner avec la créature entre guillemets qui a failli le contrôler entre guillemets. Et justement en fusionnant, ça va faire que Shinichi va tellement gagner en maturité qu'il va être au-dessus des êtres humains ou des personnes de son âge, quoi, vu que c'est un lycéen. Donc je me dis, est-ce que Guts il va être un peu sa réflexion va être un peu plus poussée, est-ce que ça va devenir il va avoir, je pense pas, parce que Shinichi aussi dans Parasite ça dure que quelques temps en fait, parce que justement il est trop détaché à l'humanité. Est-ce que justement Guts, justement en découvrant sa vraie nature, ça va pas un peu le couper des autres pendant un petit moment? Est-ce qu'il va pas être un peu pas omniscient, c'est pas le bon terme, mais être un peu au-dessus de la mêlée dans le sens au niveau psychologique, et qu'il faudrait encore qu'il y ait un autre événement, pas un traumatisme, mais un autre événement qui lui fait entre guillemets faire en sorte que le fait d'être une nouvelle personne avec des nouveaux pouvoirs, ça change pas complètement sa personnalité. Et c'est pour ça que je suis impatient de voir qu'est-ce que va faire Guts, surtout vu que là en plus Casca elle est retenue par Griffiths. J'aimerais bien voir un peu même comment est-ce que pendant un certain temps il va s'exprimer d'une autre façon, est-ce qu'il va avoir un espèce de changement de personnalité comme Thorofinn dans Vinland Saga ou Shinichi dans Parasite. Je trouve que ce serait intéressant d'avoir cet aspect là, que pendant un moment Guts soit plus cet être qui fonctionne un peu à la vengeance, même si cet aspect là il s'était un peu calmé justement avec le fait qu'il a retrouvé une nouvelle bande, etc. Mais est-ce que ça va pas devenir un peu un être un peu plus calculateur, un peu comme Griffiths? Est-ce que justement le fait que il découvre sa vraie nature, ça va pas le rendre un peu plus calculateur et un peu plus semblable dans le psyché semblable à Griffiths? Ce serait intéressant à voir. Franchement, c'est pour ça que je suis vraiment impatient de voir la suite pour Guts. Après, concernant Griffiths, pour l'aspect concernant Falconia, ça avait été déjà évoqué dans des précédents chapitres, donc c'est pas nouveau que les personnes se méfient de Falconia. Pour moi, le vrai truc dans la partie où on voit Griffiths, dans le chapitre 386, c'est l'arrivée des Goden. Et juste le fait qu'il se moque de Griffiths et qu'il le traite un peu comme si c'était le vilain petit canard de la bande, et c'est vraiment que mon ressenti, mais c'est comme si t'avais l'impression que Griffiths il était vu comme un pion pour les Goden, comme s'ils espéraient que Griffiths fasse quelque chose pour eux. Et en tout cas, cette interaction là, pour moi, elle confirme une théorie que je pense enfin, théorie j'abuse, mais une intuition que j'ai pour la fin de Berserk, c'est que pour moi Griffiths il va pas mourir. Je pense pas que la fin de Berserk ça va être un combat final Guts Griffiths. J'y crois pas. Pour moi il y aura plus un dilemme moral pour Guts et Casca aussi en perspective, dans le sens où étant donné que Griffiths c'est aussi entre guillemets leur enfant, surtout pendant les pleines lunes, pour moi il y aura ce débat là. Je pense que peut-être Guts et Griffiths vont être forcés à s'unir, et qu'il y aura un moment ce choix à faire entre tuer Griffiths, se sacrifier, ou trouver un moyen pour faire en sorte que Griffiths et son enfant ne soient plus qu'un seul être. Mais je me demande comment ils peuvent faire ça, donc c'est pour ça, pour moi, je vois mal Griffiths mourir en tant que méchant. Surtout qu'en plus, là, j'ai l'impression que vraiment, or que Griffiths est un peu présenté comme un personnage, tu vois, intelligent, qui a toujours un coup d'avance, etc. Là, t'as vraiment l'impression avec l'interaction avec les Godens, qui lui disent ouais mais pourquoi tu joues à l'humain alors que t'es un Goden, tu vois. Là tu fais pitié entre guillemets, fais des vraies choses, et
j'ai vraiment cette impression-là que les God Hands veulent que Griffiths fasse quelque chose pour eux. Je sais pas c'est quoi, mais ils veulent faire en sorte qu'il fasse quelque chose pour eux. Donc pour moi, je penche plus vers vraiment un combat final contre les God Hands plutôt qu'un combat final avec genre Griffiths qui domptait les God Hands et après Guts Griffiths. Non, je vois plus possiblement, même si ça va être dur je pense pour Guts, une alliance Guts Griffiths contre les God Hands avec après à la fin un dilemme moral pour Guts et Casca. Je le vois plus comme ça, mais en tout cas les chapitres là ils m'ont vraiment hypé pour la suite. Après juste dommage qu'on va devoir attendre encore plusieurs mois pour avoir la suite, mais vraiment très impatient de voir la suite de Berserk. Du coup, c'est la fin de ce 15e épisode. J'espère que ce dernier vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit en commentaire sur YouTube ou en laissant un avis sur Spotify et Apple Podcast. Comme d'hab, on se dit à dans 2 semaines. Sur ce, peace.